Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième vidéo sur le rapport RTE intitulé Futur énergétique 2050. On va parler aujourd'hui d'Europe, c'est le sixième chapitre du rapport RTE qui compte désormais 14 chapitres. Pour avoir une modélisation réaliste du système électrique français, il faut modéliser le système électrique européen dans son ensemble, car la France est interconnectée avec ses voisins. Et donc c'est ce qu'a fait RTE, ils ont modélisé le système électrique de tous les pays en bleu, il y en a 18 si je ne me trompe pas. Et donc ils ont simulé heure par heure la production disponible, les leviers de flexibilité activés, ainsi que les échanges aux frontières et bien sûr la consommation un peu partout en Europe. Et pour simuler la production électrique, il faut prendre en compte des aléas, donc des aléas sur les moyens de production, donc pour la disponibilité des centrales de production, en particulier la maintenance des centrales nucléaires ou des incidents ou autres. Et pour les énergies renouvelables et aussi le nucléaire, des variabilités météorologiques, donc en particulier sur les températures, l'hydraulicité, le vent, l'ensoleillement, pour savoir donc combien vont produire les éoliennes et les panneaux solaires, ainsi que l'hydraulique. Et donc RTE a fait 200 simulations qui sont chacune cohérentes spatialement et temporellement, et qui représentent du coup 200 années qui pourraient avoir lieu en 2050. Le 28 juin 2021, la Commission européenne a voté une loi qui fixe désormais des objectifs de réduction de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990. Donc cet objectif est complémentaire à celui de l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Pour atteindre ces objectifs, un paquet a été voté, qui s'appelle Fit for 55, et qui contient un certain nombre de mesures. Par exemple, les efforts de réduction de gaz à effet de serre sont désormais proportionnés au PIB par habitant. Il y a un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va être mis en place. La directive sur les énergies renouvelables et celle sur l'efficacité énergétique ont été rehaussées. La taxation de l'énergie a aussi été alignée avec ces nouveaux objectifs. Et il est en particulier désormais interdit de réduire les taxes pour les énergies fossiles. La fin de la vente des véhicules thermiques est prévue pour 2035. Et il y a des enjeux de développement des carburants alternatifs aussi, pour l'aviation, le transport maritime et le transport routier en particulier. Pour atteindre les objectifs européens, chaque État est responsable de définir une stratégie nationale. Et donc on a deux types de documents. On va voir tout ce qui est les plans nationaux énergie-climat, donc NECP, donc qui visent des objectifs à l'horizon 2030. Et on a les long termes stratégiques qui s'intéressent plutôt aux objectifs long terme, donc pour 2050. Par contre, ces documents sont assez hétérogènes entre les pays membres de l'Union européenne, donc avec certains pays qui fournissent des hypothèses très quantifiées et d'autres qui restent très qualitatifs. Alors, tous les États membres partagent des stratégies qui ont des caractéristiques communes, à savoir un fort recours à la production d'énergie renouvelable variable, une forte électrification, un fort développement de l'hydrogène et un fort développement des interconnexions, donc afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement, de réduire les coûts de production et aussi de faciliter l'intégration d'énergies décarbonées. Par contre, les pays divergent sur certaines stratégies. Il y en a qui vont surdimensionner leur mix d'énergie renouvelable, comme voilà, le Danemark, l'Irlande, le Royaume-Uni ou l'Espagne. Certains vont maintenir un socle important de production thermique, comme en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Italie. Donc ils vont utiliser des centrales à gaz qui seront en théorie décarbonées à l'horizon 2050. Et certains pays, donc voilà, toujours Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Italie, envisagent aussi de recourir massivement à des imports d'électricité. Si on regarde le point de départ, donc où en sont nos différents voisins en Europe, donc on a la France qui a une intensité carbone très faible, avec moins de 100 grammes de CO2 par kWh, tout comme la Norvège et la Suède, ainsi que la Suisse. Mais après, en Europe, on a d'autres pays qui ont une intensité carbone d'électricité bien plus élevée, donc comme l'Allemagne, et encore pire, la Pologne, et voire l'Estonie. Alors comment on en est arrivé là? Si on s'intéresse au Royaume-Uni. Royaume-Uni qui avait un mix électrique avec particulièrement de charbon initialement, s'est mis à développer le gaz et par la suite les énergies renouvelables, ce qui lui a permis de sortir du charbon
donc tout en maintenant une part de nucléaire significative. Et aujourd'hui, donc le Royaume-Uni a une empreinte carbone, une intensité carbone de l'électricité assez faible. Pour ce qui est de l'Allemagne, en Allemagne, il y a une décision de sortir du nucléaire qui a été prise dans les années 2010, donc avec une forte réduction en 2011, puis une baisse progressive, et les derniers réacteurs fermeront en fin 2022. Donc cette baisse du nucléaire a été compensée par le développement d'énergies renouvelables, mais ça n'a pas suffi à baisser fortement la consommation de charbon et de gaz. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de charbon utilisé en Allemagne, bien plus qu'au Royaume-Uni, alors qu'ils étaient partis avec des mix assez similaires. En Espagne maintenant, donc la production d'énergie nucléaire est restée stable. La production de gaz s'est développée et aussi la production d'énergie renouvelable. Ce qui fait que l'Allemagne a aujourd'hui une intensité carbone, voilà, avec encore pas mal de charbon et de gaz, mais qui va progressivement s'améliorer. Et l'Italie a réduit continuellement sa consommation de charbon depuis 30 ans. Sa consommation de gaz a fortement augmenté puis s'est stabilisé, et la production d'énergie renouvelable a augmenté ces dernières années, ce qui fait que les Italiens vont bientôt finir de sortir du charbon, mais auront encore pas mal de gaz à utiliser pendant un moment. À partir des mix électriques des pays européens et de leurs stratégies respectives à l'horizon 2050, RTE a pu concevoir plusieurs scénarios d'évolution du mix électrique en Europe à l'horizon 2050. Ils ont fait 3 scénarios. Un scénario A qui va être le scénario de référence, et qui prend en compte les stratégies connues à date, à savoir 50% d'électrification, 1200 TWh par an d'électrolyse et 88% d'électricité renouvelable dans les pays autres que la France, et donc avec une sécurité d'approvisionnement similaire à aujourd'hui, avec 1h30 par an de défaillance. Ils ont aussi considéré un scénario B avec moins d'électrification, donc moins d'électrolyse et plus de gaz, et un scénario C avec une sécurité d'approvisionnement dégradée, donc avec moins de flexibilité et donc moins de développement d'interconnexion, et 4 heures par an de défaillance, donc plus que les 1h30 du scénario de référence. On peut comparer ces hypothèses, à savoir celle-ci, dans le scénario A et C et le scénario B pour la demande d'électricité donc en beige, et le power to gas en violet, c'est-à-dire la production d'électricité nécessaire pour faire de l'hydrogène. Et donc ça c'est pour la consommation, et pour la production, donc on a la production par filière dans le scénario considéré. Et donc on peut considérer comparer ces hypothèses à ce qu'on peut trouver dans la littérature avec les différents scénarios à l'échelle européenne qui existent, donc des scénarios de l'ENSOE, des scénarios d'ONG ou autres. Au final, pour 2050, RTE retient les hypothèses suivantes. Donc au Royaume-Uni, on aura beaucoup d'éolien en mer, un peu d'éolien terrestre, encore une part significative de nucléaire, de l'ordre de 15%. Il restera aussi du thermique, donc soit fossile, soit décarboné. Donc voilà pour le Royaume-Uni. En Espagne, il y aura beaucoup de photovoltaïque et pas mal d'éolien terrestre, peu d'éolien en mer. En Allemagne, il y aurait beaucoup d'éolien terrestre, une part significative d'éolien en mer, une part significative de photovoltaïque aussi, et ensuite du thermique, donc du gaz. En Italie, ce sera majoritairement du photovoltaïque et une part significative d'éolien terrestre et en mer. Et puis ensuite, voilà, le complément, ce sera aussi du gaz. C'en est fini pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. La prochaine parlera du chapitre 7 sur la sécurité d'approvisionnement. On y parlera de stabilité de la fréquence, de besoin de flexibilité selon les échelles de temps, de moyens de flexibilité, en particulier le stockage et la flexibilité de la demande, et on parlera de robustesse des différents scénarios pour assurer la sécurité d'approvisionnement et l'atteinte de la neutralité carbone. C'était Barla Énergie Climat, merci et à très bientôt.